4. Comme l'esprit aristocratique est antérieur et supérieur à toutes ces manifestations, le problème de la formation aristocratique concrète implique la compréhension approfondie de l'essence même de cet esprit. De toute façon, il faut bien avoir en vue que la reconstruction ne dépend pas d'une simple classe politique, plus ou moins liée au corps administratif ou législatif de l'État. C'est d'abord un prestige et un exemple qui, liés à une couche très précise, doivent pouvoir former une atmosphère, cristalliser un style de vie supérieur, éveiller des formes de sensibilité spéciales et donner ainsi le ton à une nouvelle société. C'est pourquoi on pourrait songer à une sorte d'ordre, au sens viril et ascétique, que ce mot avait dans la civilisation ghibeline du Moyen-Âge, et, encore mieux, aux sociétés aryennes et indo-aryennes archaïques, où l'on sait que l'élite, qui n'était en aucune manière organisée matériellement, ne tirait pas son autorité de la représentation d'un pouvoir tangible quelconque ou d'un principe abstrait donné, mais tenait bien fermement son rang et donnait le ton à la civilisation correspondante, à l'aide d'une influence directe émanant de son essence. Le monde moderne connaît de nombreuses contrefaçons de l'élitisme, dont il faut prendre ses distances. L'esprit aristocratique est essentiellement anti-rationaliste. Par exemple, il faut prendre nettement position contre la soi-disant aristocratie de la pensée. Ce culte superstitieux de la pensée appartient en propre à la civilisation bourgeoise que nous avons combattue, qui l'a inventée et répandue pour des raisons polémiques précises. En effet, pour liquider les derniers restes de l'aristocratie du sang et de l'esprit, la civilisation bourgeoise, consolidée par l'avènement du tiers-état, a inventé le droit de la vraie aristocratie, qui aurait été précisément celui de la pensée, et dans laquelle les nobles principes nécromantiquement préparés par l'illuminisme franc-maçon ont joué un grand rôle. Le retour à une vraie aristocratie implique le dépassement de ce mythe bourgeois. Qu'est-ce que cette aristocratie de la pensée ? Elle se réduit dans une large mesure aux fameux intellectuels, aux créateurs, de philosophes, aussi brillants qu'arbitraires, aux poètes, aux lettrés et aux humanistes. En somme, plus ou moins à ceux que Platon, en présence des vrais chefs et des vrais sages, voulait justement bannir de son état, qui n'était aucunement, comme le vulgaire se l'imagine, un modèle utopique, mais reflétait ce qui avait toujours été considéré comme un système politique normal, au point de vue traditionnel. Il n'est que de penseurs, qui peuvent même être de caractère des poltrons, et guère plus que des petits bourgeois, devraient être au sommet d'une civilisation, pour en sortir toute l'absurdité et l'anachronisme, non seulement aussi par rapport au problème du vrai esprit aristocratique, mais aussi par rapport à l'antirationalisme qui anime les forces dont nous avons parlé tout à l'heure. « 5. Puisque les fumées de l'illuminisme progressiste et scientiste se sont désormais dissipées, il faut aussi prendre ses distances d'une aristocratie de la pensée, conçue comme étant composée de scientifiques, d'inventaires et de techniciens. Ils sont tous indubitablement des éléments utiles et indispensables à une société de type moderne, et la nouvelle idée de l'État, qui succède à celle de la démocratie parlementaire, est caractérisée par l'affirmation du principe des compétences sur le terrain politique même. Cependant, il est aussi évident que même cette aristocratie ne peut pas être la substance qui convient au noyau central de la civilisation nouvelle qui succédera à la civilisation bourgeoise et collectiviste. Ce qui est beaucoup plus proche du marxisme et du bolchevisme, c'est de s'imaginer qu'une élite de techniciens cherchant à résoudre les problèmes purement matériels, sociaux et économiques pourrait éclairer l'humanité collectivisée qu'ils servent, la guider vers un nouveau paradis et prétendre ainsi à une reconnaissance supérieure. « 6. Il n'y a pas non plus identité entre esprit aristocratique et une idée autoritaire ou dictatoriale sous sa forme générale. Le seul fait qu'il existe une expression comme celle de dictature du prolétariat montre qu'il est nécessaire de préciser la notion de dictature et d'autoritarisme. On a essayé de démontrer que le phénomène de l'élitisme, c'est-à-dire d'une minorité dirigeante, est fatal dans l'histoire. Cet auteur, Pareto, a parlé à ce sujet d'une circulation des élites, qui se substituent les unes aux autres.
apparaissent à l'aide d'une technique de domination plus ou moins analogue et se servent de diverses idées, qui, sous ce rapport, sont moins de vraies idées que des mythes, c'est-à-dire des centres de cristallisation très élaborés de forces suggestives irrationnelles. L'élitisme, à cet égard, apparaîtrait comme une notion purement formelle. Une couche est une élite parce qu'elle est au pouvoir et qu'elle arrive à exercer une influence déterminée. Alors que la conception normale est qu'une couche doit être au pouvoir et doit exercer une influence déterminée parce que c'est une élite, c'est-à-dire un groupe choisi. Élite vient des Lego. Caractérisée par une supériorité, un prestige et une autorité inséparables de principes immuables déterminés, d'un style de vie donné, d'une essence donnée. Le vrai esprit aristocratique ne peut avoir aucun trait en commun avec les formes de pouvoir machiavéliques ou démagogiques qui étaient celles des anciennes tyrannies populaires et du tribunat plébéien, pas plus qu'il ne peut avoir pour base une théorie du surhomme, si on entend par là un pouvoir qui s'appuie sur les qualités purement individuelles et naturalistes de figures violentes et redoutables. Dans son essence profonde, la substance de l'esprit aristocratique est au contraire olympienne. Comme nous l'avons déjà dit, elle provient d'un ordre déjà métaphysique. La base du type aristocratique est d'abord toute spirituelle. La signification de la spiritualité n'a cependant pas grand-chose à voir ici avec sa notion moderne. Elle est liée à un sens inné de la souveraineté, à un mépris des choses profanes, communes, acquises, nées de l'habileté, de l'ingéniosité, de l'érudition et même du génie. Mépris qui se rapproche fort de celui que professe l'ascète, tout en se différenciant par l'absence complète de pathos et de ressentiment. On pourrait résumer l'essence de la vraie nature noble par cette formule. Une supériorité raciale sur la vie devenue nature. Par ailleurs, cette supériorité qui a quelque chose d'ascétique ne sert pas à créer des antithèses dans le type aristocratique. Comme une seconde nature, elle domine et imprègne calmement la partie inférieure de l'être humain, se traduit par une dignité impérieuse, une force, une ligne, une équanimité, un laconisme et une maîtrise de soi, de sorte qu'elle donne naissance à un type humain dont le calme, la force intangible contraste avec celle du type titanique, prométhéen et tellurique. Si l'Antiquité attribuait symboliquement une origine céleste, uranique, à toutes les principales lignées porteuses de l'esprit aristocratique, c'est parce qu'elle voyait bien ce noyau olympien de l'esprit aristocratique. L'ancienne conception ario-hellénique du nous n'est pas l'esprit des intellectuels modernes, mais au contraire, l'élément surnaturel de l'homme, qui est à l'âme ce que le soleil est à la lune. C'est la substance d'une virilité immatérielle, dont il a été dit que les dieux se la sont réservés pour eux, laissant la raison inquiète à la plupart des hommes. C'est ainsi que, dans le mythe, l'astuce et l'audace ne peuvent rien contre le nous olympien. Et la tragédie des hommes et des héros eux-mêmes ne l'affecte pas non plus, car la lumière calme et fixe, il la domine. Ceux qui y participent, pensait-on, sont vraiment de lignée royale. Ils ont aussi certaines des caractéristiques du divin qui appartenaient en propre à l'état primordial. Et leur lignée forme des races supérieures, les supraraces, celles qui ont trouvé la solution à l'oscillation entre la condition humaine et la condition suprahumaine, qui fut primitivement celle de certaines lignées terrestres. Ces significations suprahistoriques se reflètent encore dans toute réalisation de l'esprit aristocratique véritable dans l'histoire.